Et du coup, est-ce que tu peux commencer par te présenter et Bien présenter ta sûr. société ? Bonjour à tous. Donc merci de m'inviter à témoigner sur notre expérience. Et merci aussi à l'organisation de la Semaine de la BI qui respecte aussi les contraintes qu'on connaît et qui nous imposent des distances et d'autres équipements. Alors rapidement, donc Fidelfio, c'est une entreprise familiale basée près de Nantes. On fait du négoce en emballage et nos clients sont plutôt des clients B2B industriels et nous servons nos clients avec 6 agences qui sont réparties sur le territoire français. Moi, je m'occupe de la partie administration, finance depuis 2013 et je manage également l'équipe système d'information. Ok, merci. Juste quelques chiffres pour redonner le contexte. On est une entreprise familiale, comme je le disais, de 150 personnes et on représente 70 millions d'euros de chiffre d'affaires environ. Avec le plus gros dépôt aux Sorinières. Alors, plutôt en Île-de-France. Non, en Île-de-France. Le siège social alors est aux Sorinières. Exactement. Très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans mon entreprise du coup pour avoir le déclic qui vous fait dire qu'on a besoin de la BI chez Fidelfio ? Alors en 2016, on a changé de RP. Donc on a changé complètement le système de gestion de l'entreprise, que ce soit la partie exploitation que comptable. Donc jusqu'en 2016, on avait des rapports bien établis qui sortaient de notre système AS400 même. En revanche, quand on a déployé le RP, on a eu du mal à stabiliser un certain nombre de rapports de restitution. Donc finalement, le plus rapide était de créer des tableaux Excel, mais sur la base des extractions assez lourdes, avec des individus, quelques-uns, une poignée qui étaient habilités à sortir les données. D'accord. Et on a expérimenté aussi la réalisation de rapports clients, où il fallait générer le rapport la veille, pour que nos commerciaux puissent l'avoir le lendemain matin, et tout ça en format papier. Donc je dirais qu'en 2020, c'est un peu compliqué de travailler avec des méthodologies comme ça, pour accéder à des données, tout simplement. Oui, effectivement, attendre 12 heures juste pour avoir un papier qui sort de l'imprimante, dit comme ça fait un peu bizarre. C'est assez complexe. Du coup, pourquoi vous avez choisi les solutions Microsoft ? C'est votre démarche. Alors, Microsoft, donc on a vu plusieurs solutions. On s'est interrogé sur les montées en compétences nécessaires dans l'équipe SI notamment. Et on travaille déjà avec toutes les suites Microsoft, que ce soit sur la partie serveur comme applicatif. Et donc on s'est dit que finalement, la montée en compétences n'allait pas être incontournable ou insurmontable. Alors on a encore une petite équipe, ils sont que 2 personnes à la SI. Donc ça a été un premier aspect. Côté utilisateur aussi, il ne faut pas se leurrer, on continue à utiliser Excel. Et clairement, l'interfaçage Microsoft BI et autres outils sur lesquels on va échanger permettent des passerelles assez faciles. Et puis enfin, la partie budgétaire était plutôt conforme à ce qu'on s'était fixé. Donc naturellement, on est allé vers cette solution. Oui, puis au moins, je me dis que pour les licences, les gestions de licences, vous avez déjà un contact chez Microsoft. Exactement. Pour tout ça. Du coup, c'est une continuité, donc, tant sur le plan technique que sur le plan finalement administratif, la migration, ou en tout cas l'implémentation a été assez aisée. Très bien. Et du coup, comment s'est déroulée la mise en place du projet BI avec Oleap ? Alors, plusieurs phases. La première phase, en avant-vente, on a vraiment bénéficié de partage de cas d'usage. Donc avec Benjamin, je suppose. Avec Benjamin Crépel, que vous avez pu observer en intervention plus tôt. Et ça, je dirais que c'est positif parce que ça nous permet de nous projeter. Exactement comme la démonstration qui vient d'être réalisée. On se projette sur les différentes problématiques qu'on se pose. Ensuite, tu es intervenu pour t'imprégner du contexte également. Donc ça, c'est essentiel également parce que on est baigné dans notre quotidien, on a notre jargon. Et à un moment donné, la cheville ouvrière, c'est toi, c'est les consultants de l'EAP. Et donc, il faut qu'on soit précis. Il faut que tu t'imprègnes de ce contexte-là. Ensuite, on a fait un inventaire de nos besoins, donc un inventaire interne, en se disant de quoi on a besoin, sur quel outil d'ailleurs on va pointer ces besoins-là, et on prend l'essentiel. On ne recrée pas le RP non plus dans les outils de BI, c'est important. Et puis on a formé nos utilisateurs clés, on a désigné des utilisateurs clés par métier, et on reviendra sur ce sujet-là, qui sont garants en fait du modèle de données qui tourne autour de leurs contraintes métiers, on va dire. Ok. Et d'ailleurs, tu parles de plusieurs outils. Comment vous avez le choix des outils ? Alors, les outils que moi j'ai implémentés quand je suis arrivé déjà, donc on a du Power BI, du SSRS,
et bon, de l'Excel, qui est un outil de restitution quand même aussi. Comment vous avez le choix de ces outils et aussi, je vais compléter, comment vous avez priorisé vos différents besoins? Alors en effet, nous on utilise vraiment les 3 briques de restitution qui s'appuient sur des montages et de la technologie. Je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais un petit peu différenciant. En fait, on s'est appuyé sur qu'est-ce que pouvaient attendre nos utilisateurs et quelle maturité ils avaient. Donc certains métiers vont être à l'aise dans du Power BI pour éventuellement en plus faire évoluer quelques filtres, ou en tout cas être à l'aise sur un côté très visuel, embarqué dans de la mobilité aussi. Je pense à nos commerciaux qui sont sur la route. Donc ça ciblé une première partie de population. Les rapports SSRS, donc les Reporting Services, là on est sur des maquettes beaucoup plus stables, moins visuelles, plus en format tableau. C'est vrai que nous dans l'entreprise on a une culture très tableau, et sur certains métiers, alors la partie approvisionnement, des métiers où on va multiplier beaucoup d'entrants, on va plutôt utiliser cela. Mais on va utiliser aussi ce support-là, par exemple, pour sortir notre fameux rapport client, qui cette fois sort en quelques secondes au lieu de 12 heures. Les fameux 12 heures. Donc ça, voilà, typiquement, on est dans une maquette figée qui vient englober et rechercher beaucoup d'informations, alors que Power BI va se concentrer, en tout cas tel que nous on l'a monté, sur des éléments très spot et assez concentrés. Et puis Excel, évidemment, alors soit sur des tableaux qui sont diffusés à l'entreprise, à plusieurs utilisateurs, ou alors certains utilisateurs qui ont les droits, on en reparlera aussi, peuvent pointer directement sur les domaines et faire leurs propres analyses ou creuser tel ou tel sujet. D'accord, et du coup sur SSRS, je rebondis dessus, je me dis qu'avant, vous aviez quand même des tableaux de bord qui étaient présents dans l'entreprise, qui étaient plus sous format de tableau, donc peut-être que vous avez choisi pour ce qui était déjà existant, mais que vous vouliez basculer en mode plus rapide, déjà sur du SSRS, parce que vous saviez déjà exactement ce que vous vouliez. Exactement. Alors que Power BI, c'était aussi peut-être une nouveauté, avec des visuels que vous n'avez pas l'habitude de voir, donc il y a aussi cet effet quand on avait envie de faire quelque chose de nouveau, ou en tout cas des tableaux de bord qui étaient non existants jusque-là, utiliser Power BI pour faire un peu des trucs différents, quand on ne sait pas encore où on veut aller. Clairement, l'implémentation de Power BI, en tout cas cette interface-là de restitution, a modernisé notre approche de pilotage. Là où on n'était pas du tout sur des logiques de graphique, sur des logiques de jauge, sur des logiques de mise en avant de tels indicateurs en pourcentage, du vert, du rouge, etc. Où tout était vraiment fondu dans des tableaux qui pouvaient paraître illisibles. Ça a été quelques remarques que tu as pu nous formuler en intervenant. C'était très large. C'était pas du A4 en plus, je ne sais pas en quoi vous imprimez, mais c'était assez grand. Ouais. Et là, en l'occurrence, Power BI a permis cette ouverture-là et d'être plus dynamique. Et avec, sur certains tableaux, ce côté drill down qui a été évoqué tout à l'heure, dont on bénéficie et qui permet d'être assez pertinent tout de suite sur soit des problématiques qu'on va identifier sur des familles de produits ou sur des zones géographiques. Enfin voilà, on va passer avec ces différents axes-là. Le reporting services le permet aussi, mais de manière moins limpide, moins facile. Et en tout cas, encore une fois, c'est assez figé. Oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais moi, ce qui m'a choqué dans vos tableaux, c'est qu'il n'y avait pas de couleur. Il fallait lire le chiffre pour comprendre est-ce qu'il était positif ou négatif. C'est vrai. Alors que dès qu'on met même du Power BI ou du SSRS, on arrive très facilement à paramétrer en fait la couleur. Et hop, on a tout de suite l'information pertinente, on va dire. Je sais où je dois, juste en regardant mon rapport, où je dois regarder l'information. Et ça contribue aussi même, je pense, à l'intégration de nouvelles personnes dans l'entreprise. Oui. Tout de suite, on est dans une compréhension plus rapide des indicateurs clés et de ce sur quoi il faut se concentrer. Ok. Et justement, on parle un peu de ce qui a changé. On va avoir des rapports qui ont des couleurs, mais qu'est-ce qui a changé sinon maintenant que les outils sont là ? Alors, un gain de temps, indéniablement, je l'évoquais tout à l'heure, toutes ces extractions Excel qui prennent du temps, qui mobilisent des PC en plus, donc quand l'extraction tourne, parfois on ne peut pas travailler sur d'autres techniques, donc ça c'est un point. Le fait qu'on n'est finalement plus dépendant d'humains, ou en tout cas de quelques profils seulement habilités jusqu'à présent à faire ce job-là. Là, on est en automatique. Si je ne me trompe pas, il n'y avait que 2 personnes à un moment donné qui étaient habilitées. Exactement. Donc, c'est assez dangereux quelque part. Et puis, voilà, on a cette dépendance-là qui ne permettait pas d'alimenter en reporting toute l'entreprise, en tout cas sur certaines thématiques. Donc, là, on n'a plus cette dépendance-là. Donc, ça contribue à la digitalisation des process. Hein, c'est intéressant. Fiabilité des données également. On sait que quand on fait des extracts Excel et qu'on met ça dans des fichiers qui sont formatés, ils sont bons à un moment donné. Et puis si dans le jeu d'information ou de data, il y a un nouveau critère, un nouveau rassemblement, il se trouve que le fichier Excel n'a pas considéré ce point-là et boum, les chiffres qui sortent ne sont pas fiables.
Ouais, toute la partie gouvernance de données, où enfin tout le monde dans l'entreprise déjà parle de la même chose. Si quelqu'un dit le chiffre d'affaires, avoir un peu uniformisé ce langage. Exactement, ça a été un grand enjeu et merci de nous avoir amené à résoudre la problématique. Où effectivement, quand on parle de chiffre d'affaires, dans tous les services, on parle du même chiffre d'affaires. En tout cas, on sait quels sont les critères qui nous ont permis de venir cibler que c'est cette information-là et pas une autre. Ok, et du coup, ça a été bien accueilli, tout ça? Alors oui, plutôt favorablement, il y avait une grande attente quand même, clairement, tout ce que je vous évoque là, les gens le vivaient au quotidien, donc il y avait une attente. Ce qui a été intéressant, c'est que les utilisateurs clés ont vraiment joué leur rôle. Alors quand on choisit des utilisateurs clés, nous on a veillé à ce qu'ils soient vraiment très au fait de leur jeu de données, en tout cas des process métiers, et de comment ça se comportait dans le RP. Chaque domaine chez vous, il y a un key user. Exactement. Par spécialité métier, j'ai envie de dire. Exactement, et c'est ce key user-là qu'on t'a désigné comme interlocuteur privilégié, de manière à ce que justement les restitutions soient fiables. On a investi beaucoup de temps aussi sur le recettage, c'est-à-dire que on a checké les données, on a toujours continué à faire vivre nos anciens tableaux, nos anciens repères, et quand on a été certain qu'on embrassait vraiment tous les cas de figure et qu'on était sur des similitudes de résultats ou des résultats exacts, mais parfois on a amélioré même certains reportings, notamment sur des gestions de stock ou des éléments assez précis comme ça, que Excel n'arrivait pas ou que nos utilisateurs n'arrivaient pas à modéliser dans Excel. Toi, tu as réussi à le modéliser dans la partie entrepôt et connexion des données. C'est plutôt qu'ils y arrivaient, mais en fait, ça leur prenait 2 jours, donc ils le faisaient 1 fois, 2 fois par an. Il y a certains chiffres qu'ils faisaient 1-2 fois par an, mais ils se basaient sur ce chiffre-là pour d'autres statistiques. Et du coup, les statistiques finales n'étaient pas précises. Et la BI a permis de corriger tout ça. Oui. Exactement. Et c'est une thématique qu'on devait regarder au quotidien, par ailleurs. Donc, c'était un petit peu antinomique. Oui. Donc, le fait qu'on ait fiabilisé ça par ce travail de recette, tous ces éléments-là, je dirais que les utilisateurs, ils les ont accueillis en étant en confiance. En disant, ok, je peux vraiment m'appuyer dessus et j'oublie le tableau Excel ou moi-même ma propre extraction que je faisais, parce que ça, je ne l'ai pas souligné, mais on pouvait avoir beaucoup d'utilisateurs qui faisaient eux-mêmes leurs propres extractions et avec le risque qu'effectivement, on ne parle pas le même langage. Et on a aussi pas mal formé les équipes, c'est-à-dire qu'on leur a montré en progression aussi de certaines thématiques. Et quand ça a été livré, par exemple hier, on a notre key user sur notre métier approvisionnement qui a présenté toute la production à l'équipe, à ses collègues, donc une équipe de 6-8 personnes. Et voilà, j'étais à cette réunion-là et ça s'est super bien passé. Et les gens ont enfin dit « Waouh, c'est ce qu'on attend depuis des années ». Donc oui, non, c'est vraiment un bon accueil. Ouais. Oui, en même temps, Jean-Philippe, la personne qui a présenté ça, aimait bien du coup son petit jeu de données Power BI, était un peu content de ce qu'il avait fait, donc ça ne m'étonne pas que ça ait fait son petit effet. Alors justement, je rebondis là-dessus, je parlais d'inventaire, donc on avait bien inventorié, on avait fait notre feuille de route en disant cet indicateur-là ira dans Power BI, celui-ci dans SSRS, celui-là potentiellement dans Excel. Typiquement là, on a eu un key user qui a vraiment adopté Power BI et au final, il m'a tout monté sur Power BI. Il a eu alors raison. que le budget au début n'était pas. ça amène quelques discussions internes, mais ça c'est pas très grave dans le fond, puisque l'objectif c'est l'efficacité, la productivité dans le fond. Et les choix qu'il a pris sont bons. Et les personnes vont se concentrer sur une seule interface, sur un seul portail, et c'est aussi une alternative importante et intéressante à suivre. Tu as parlé aussi de la partie recettes qui était aussi importante. Forcément, c'est important. Surtout que je pense qu'avec votre anciens outils, vos anciens tableaux de bord, etc., les règles de gestion mises en place dans la société étaient plus dans la tête des gens que quelque part sur un papier ou dans un logiciel. Et à la BI, en tout cas n'importe quel consultant qui connaît nos technos peut en fait retrouver les règles de gestion plus facilement en regardant les développements qui ont été faits. Et que c'est vrai que c'est pour ça la partie hostage, tu en parles, a été importante, parce que la remontée de toutes les règles de gestion a été compliquée. Et je pense qu'elle le sera moins maintenant, parce que c'est écrit quelque part grâce à la BI. Et puis, je complète, on a Davina, notre macro-utilisateur, qui aide un peu tout le monde autour de cela. Elle a passé du temps aussi à construire un lexique. C'est-à-dire que tous les champs, toutes les informations auxquelles on a accès à travers les domaines, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, eh bien, on sait exactement à quoi ça correspond. C'est-à-dire qu'il y a une définition précise, et donc, en théorie, on ne peut pas se tromper. En tout cas, si on a un doute, on se réfère à ce lexique, et ça permet donc de faire les bons choix. Et sur la démo qu'on a eue donc hier en interne, Jean-Philippe a pris le parti aussi d'insérer une page dans Power BI avec ce qu'il appelle un glossaire,
en rappelant juste que tels et tels indicateurs, ils étaient calculés sur telle et telle manière, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc c'est intégré même dans l'outil. Ok, non, c'est vrai que vous avez eu un travail, je pense, là-dessus sur bien tracer ce qui a été fait, qui a été assez remarquable. J'ai trouvé en tout cas. Merci. Sinon, au niveau de la sécurité des données, est-ce qu'on a bien répondu aux besoins ? Alors nous, notre enjeu, elles sont stockées chez nous, on est notre propre organisation, donc avec nos règles internes de sécurité, donc il n'y a pas de difficulté. Le point, il était plus sur qui peut accéder à toutes les données, parce que là, évidemment, on met tout dans le même entrepôt, et potentiellement, on peut accéder à tout. On peut accéder à tout le portefeuille client, on peut accéder à toute la finance, on peut accéder à toute la RH, si on vient planter la RH dedans. Donc là, avec toi, on a réussi à travailler des sectorisations et des rôles et des notions de profil. Si bien que, par exemple, un commercial chez nous, il va accéder à un détail d'informations clients, mais qui ne concerne que les clients qu'il a en portefeuille. Il va accéder évidemment à des indicateurs beaucoup plus macro, mais dans ces indicateurs macro, il ne va pas avoir la possibilité de faire un drill down très précis. Donc toute cette logique-là, on l'a travaillé ensemble et en effet, on l'a implémentée. Donc je considère que oui, la sécurité, elle est là. La partie Excel aussi, on le met pas en avant particulièrement sur certaines thématiques, ou alors on peut brider quand les fonctionnalités nous le permettent. Donc oui, moi je considère que tel qu'on a monté le sujet, on a respecté notre stratégie. Surtout, c'est important. Enfin, moi j'ai bien compris l'importance de faire attention aux différents profils. Donc c'est pour ça qu'il y avait quand même un enjeu là-dessus à bien répondre aux besoins. Ma dernière question, ça va plutôt être comment tu as trouvé cet échange avec Oleap, comment tu définis notre relation entre Fiafio et Oleap. Peut-être un petit point avant sur l'autonomie des personnes, parce qu'on a observé là depuis de nombreux mois maintenant certaines attitudes, certains comportements, et certains managers sont devenus vraiment très à l'aise, et notamment notre dirigeant Jean-François Boutier, qui est un homme de chiffres, qui a pris du temps pour rebâtir tous les indicateurs qu'il suit à titre perso, donc pas forcément diffusés dans l'entreprise. Il a pris un temps incroyable, en tout cas incroyable, il a pris le temps, il s'est investi pour tout transférer sur Power BI, si bien qu'aujourd'hui, il travaille que avec Power BI en visualisation de tous les indicateurs qu'il souhaite. Donc ce que je veux dire par là, c'est que grâce à la formation, grâce aussi à tous les échanges qu'on a pu avoir, puis ça commence à répondre à la question que tu viens de me poser, je dirais qu'on acquiert de l'autonomie, alors pas sur tous les métiers, ça dépend, mais on acquiert de l'autonomie pour construire ses propres restitutions. Alors, on a quand même changé de stratégie à un moment donné ensemble, où quand on a commencé à mettre le projet en place, on était plutôt sur un gros transfert de compétences. C'est-à-dire que l'objectif, c'était que tu nous amènes l'expertise, enfin, Oleap nous amène l'expertise. Je ne devais intervenir qu'en début de projet, transférer la compétence et repartir. Voilà. Et on s'est rendu compte que compte tenu de notre taille, compte tenu de nos compétences internes et de l'effort que ça pouvait prendre, on a préféré finalement sous-traiter, entre guillemets, un certain nombre de réalisations. Et en revanche, on reste garant de ce qui est produit et des évolutions. Mais voilà, c'est intéressant à souligner quand même. Parce que je rappelle, ils sont que deux, du coup, chez vous, ils sont deux. TSI, donc ça faisait une charge supplémentaire importante. Et au-delà de la compétence Microsoft que j'évoquais tout à l'heure, mais dans le contexte général, c'était relativement aisé. Dès lors qu'on rentre un peu plus dans la technique, ça mène quand même à travailler différemment. Alors, pour répondre plus précisément à ta dernière question, qui était plutôt sur les échanges Oleap. Voilà. Alors, moi, les échanges ont été très positifs. Oleap, c'est une entreprise à taille humaine, donc moi, c'est synonyme de réactivité. C'est ce que tu as pu traduire sur ton intervention, mais aussi Benjamin qui nous suit sur le plan commercial. Donc ça a été positif. On a bénéficié de suggestions aussi de votre part. Là où on partait dans des directions, vous avez pu parfois nous dire si vous prenez le sujet un peu différemment, ce sera peut-être plus efficace, ou on peut aller dans cette direction. On vous a suivi. Il y a une recommandation d'ailleurs, celle de Benjamin que je ne regrette pas d'avoir suivie, c'est celle d'avoir l'outil, c'est-à-dire d'avoir d'abord travaillé sur un domaine. Donc, pour le citer, on a commencé par le commerce, ensuite on a passé aux appros, ensuite on passe à la finance. Enfin, vraiment de ne pas prendre tous les sujets de front,
parce qu'on aurait plus tendance à se dire allez go, on prend tout. Donc ça c'est notre vraie recommandation. Surtout que vous êtes une taille quand même assez grosse pour se dire que non, faut pas y aller tout d'un coup. C'est ça. Il y a pas mal de choses à faire quand même. Donc des recommandations, des suggestions, et puis j'ai le sentiment que tu as beaucoup partagé aussi avec ton équipe interne en cas de difficulté ou de doute, et on a bénéficié aussi de ce partage d'expérience que vous savez animer. Oui, quand tu parles de réactivité, nous déjà on utilise l'application Teams qu'on a présenté, etc. Au sein de notre équipe. Donc effectivement, même moi j'ai une question, je la pose à mes collègues et je peux même avoir une réponse sous 5 minutes des fois. Si moi j'ai pas la réponse à la question, j'arrive quand même à répondre à une question via mes collègues. Donc voilà, donc je pense que tout ça a bien contribué au succès là. Donc c'est vrai que c'est des projets qui sont sur la durée, puisque les premières rencontres c'était au mois de novembre concrètement. Et puis alors on a une année un petit peu particulière, mais là on arrive maintenant à la fin, donc un peu moins d'1 an on va dire de travail. Alors c'est pas un travail continu évidemment, mais du coup le premier module on va dire on l'a livré, on a fiabilisé en mai je pense à peu près par là, sur la partie commerce. Donc on est sur ces horizons de temps et puis là on termine par la finance encore dans quelques jours. Donc après on va passer dans un schéma de maintenance et d'évolution évidemment, parce que l'entreprise va continuer à progresser, à avoir des jeux de données un petit peu différents. Donc je suppose qu'on sera toujours dans les mêmes tendances d'échange. Oui, moi j'aime bien intervenir chez vous, donc il n'y a pas de problème, on peut continuer comme ça pendant encore quelques temps. On a quelques questions. Ah, vous avez des questions. On a des questions. Richard, comment vous avez fait pour vérifier que la partie cube ou modèle de données, on appelle ça un peu comme on veut, on l'a vu ce matin, qu'ils étaient corrects en fait? Comment est-ce qu'on procède quand on est utilisateur de la BI pour s'assurer qu'on peut faire confiance à la BI, quoi? Alors c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est toutes ces phases de recettes qui prennent vraiment du temps. On se pose vraiment là à deux avec les deux PC face à face. Exactement, et on prend l'ancien tableau de bord, en tout cas la version qu'on exploitait jusqu'à présent. Oui. Alors la difficulté c'est le temps, c'est-à-dire moi quand je sors mon tableau il était telle heure et j'avais tel jeu de données, et toi quand tu sors en extraction ou la modélisation c'était sur quel jeu de données. Donc il y a ce petit travail là de temporisation et d'être certain qu'on est bien en phase. Et du coup en travaillant à minuit on n'avait pas de problème. On était sûr qu'il n'y avait pas de transaction qui passait dans les bases. Non mais sérieusement il y a eu du travail de pointage clairement sur certaines données qu'on va considérer comme sensibles ou sur lesquelles on voulait vraiment retrouver des éléments. Et ben oui, on a passé du temps à pointer, donc un vrai travail de comptable, entre guillemets, juste pour être certain qu'on embrassait tous les cas et qu'il n'y avait pas de risque. Alors on part en macro, évidemment, si les deux résultats macro sont corrects, eh bien, on considère que c'est bon. Maintenant, s'il y a un décalage, c'est de comprendre ce décalage, parce qu'en effet, le métier que tu fais est complexe. Il y a des requêtes qui sont multiples, parce que toutes les tables, pour avoir vu les schémas des interfaces de travail, il y a les requêtes qui sont multiples, et donc on pourrait exclure des situations, on pourrait prendre le risque d'oublier quelque chose. Donc non, il faut contrôler avec les informations. Avec de gestion, informations en oublier une quand il y en a beaucoup. C'est vrai que la question est importante, c'est important de faire confiance aux chiffres. Oui. C'est-à-dire, une fois que c'est en place, il ne faut pas qu'on se pose la question est-ce que c'est juste ou pas, quoi. C'est pour ça qu'il faut être vraiment sûr que les chiffres sont bons avant d'aller plus loin, parce que si jamais on met en place des rapports et qu'au fur et à mesure les collaborateurs sont non, il est pas bon ce chiffre, et puis en plus oui, j'avais raison, il est pas bon, ils vont perdre confiance en la BI et vont moins l'utiliser, alors que non, là, l'idée c'est quand même d'arrêter d'utiliser les anciens tableaux de bord. C'est exactement ça. C'est un gros travail. Alors, c'était pas choquant dans notre entreprise, parce que notre culture, elle est vraiment dans de l'ultra-contrôle de data. Donc, on était assez à l'aise dans l'exercice. Mais il faut être conscient que ça prend du temps, cette phase de recettage. Cette phase de recette, On a une autre question, c'est quel est finalement l'intérêt d'avoir des key users par métier dans l'entreprise et est-ce que les key users sont obligatoirement autonomes dans la réalisation des rapports? Alors, l'intérêt, après, effectivement, c'est propre à chaque organisation. Chez nous, l'intérêt d'avoir eu ces key users-là, c'est qu'encore une fois, ils étaient tout à fait... dans une équipe, tout le monde n'est pas très à l'aise avec toutes les données. Tout le monde est à l'aise avec les transactions qui sont gérées par l'ERP, mais les traductions en base de données, parfois, peuvent échapper parce qu'on met des codes par automatisme quand on est... à ses missions, à ses tâches de travail. Par contre, certains analystes dans ces services-là, eux vont savoir que parce qu'il y a tel code, je vais pouvoir en tirer telle conclusion. Donc, on a choisi ces personnes-là
qui était à l'aise avec la connaissance des informations qui finalement s'implémentaient dans le RP. Maintenant, si dans une équipe tout le monde a le même niveau, effectivement, il n'y a peut-être pas lieu de nommer quelqu'un en particulier. Encore que ça prend du temps, donc il faut faire attention à ne pas diluer les responsabilités pendant qu'on continue à travailler. Donc c'est vraiment cette connaissance des règles de gestion, etc., qui était accrue, et c'est pour ça qu'on a choisi ces différents individus-là. Alors je suppose que oui, on peut monter un projet sans utilisateur clé, mais ça n'a pas été notre stratégie. Oui. Et puis, quand il passait du temps à recéter, cet utilisateur, effectivement, on déportait un peu son travail quotidien sur ses collègues qui ont accepté de faire le job pour un rendu après et un gain de temps collectif. Donc, nous, on est parti sur ce choix-là, effectivement. Tu voulais ajouter un point ? Non, moi, rien que moi, pour moi, n'avoir qu'un seul interlocuteur. C'est ce que je voulais souligner aussi. C'est plus pratique. Parce que déjà, on échange beaucoup, donc cette personne-là, si elle centralise, même si c'est pas elle qui remonte après des problèmes. Une fois au niveau recettage, on est au début du déploiement, c'est peut-être pas elle qui va avoir tous les problèmes, mais au moins c'est elle qui va vérifier que le problème est bien un problème plutôt technique de ma partie et pas juste un problème de compréhension de ce que le chiffre affiche. Donc voilà. Ouais. Moi, pour ma partie, c'est aussi avoir un seul interlocuteur par domaine. C'est ce que je voulais compléter, mais je crois que c'était intéressant que tu le soulignes. Il y a pas mal de questions, on va pas toutes les balayer, mais aujourd'hui, il y a combien d'utilisateurs au global qui se connectent à l'entrepôt finalement et qui exploitent les datas Alors, donc sur 150, on a une population logistique importante, donc forcément cette population-là va être moins concernée, si ce n'est qu'on a modélisé sur Excel un rapport quotidien pour toute l'entreprise, et les patrons de nos entrepôts en fait vont télécharger cet Excel-là qui va se mettre à jour et qui prend vraiment quelques informations flash. Donc je dirais que là, ça répond à toute une population dans l'entreprise qui est encore une fois sur le terrain logistique. Sinon, concrètement, toute notre équipe commerciale se connecte, y compris sur les portables. Tous les managers, tous les responsables de service. Là, on va ouvrir toutes les licences à notre équipe d'approvisionnement, donc c'est encore 8 personnes qui vont se connecter à la plateforme en plus. Donc, aller sur les 150, aujourd'hui, on va être à une quarantaine de personnes, je pense. Et puis, on va bientôt passer à la finance, donc il y aura encore quelques utilisateurs qui vont compléter le panel. Ouais. Et on parle bien d'une utilisation quotidienne en plus. Et c'est quotidien, clairement. Clairement, aujourd'hui, quand on arrive, alors même on n'est pas arrivé, on regarde sur le téléphone, mais quand on arrive, on ouvre le portail Power BI, qui devient de plus en plus complet. Donc ouais, c'est le point d'entrée, désormais. Je pense, est-ce qu'on a des questions autour de ça ? Il y a des questions. Pourquoi ouvrir finalement de la BI au métier ? Alors cette question, je la trouve intéressante, mais et pas que aux managers. Alors, il y a plusieurs façons de la traiter. Donc sur la partie commerciale, après on peut avoir des ERP qui réagissent aussi différemment. Le nôtre permet pas de manière très intuitive à faire du drill down pour se dire tiens, je compare le business que j'ai fait avec tel client entre cette année et l'année précédente, quelle est la différence, à la hausse ou à la baisse, peu importe, mais en tout cas je veux analyser. Dans notre ERP, on peut le faire, bien sûr, mais on va aller naviguer avec différents menus pour constituer l'information. Clairement, avec le BI, on suit un chemin tel qu'on l'a défini en amont, et j'arrive tout de suite à ma synthèse. Donc c'est hyper productif. Donc là, je suis sur la population commerciale. L'exemple concret, c'est que j'ai fait un tableau, par exemple, où on choisit par quoi on regroupe déjà nos clients, par département, par famille de clients, je sais pas comment on a, par secteur d'activité, etc. Avant, et déjà, je choisis comment je le regroupe. Et une fois que moi, ce département-là, je regarde par département, je vois qu'un département, je suis en retard, je vais voir pourquoi, sur quel client de ce département, ensuite, j'ai pris ce retard. Et là, on descend la famille de produits et éventuellement on descend le produit. Donc là, je dirais que c'est hyper productif et aucune personne ne peut, aucune personne de l'équipe commerciale ne peut arguer sur la difficulté d'accéder à l'information. Je dirais, elle est là, elle est accessible. Et l'autre exemple pour répondre à cette question, c'est notre équipe d'approvisionneurs, où là aussi, on a parfois des complexités avec des relations fournisseurs
des critères, en tout cas de la donnée, avec des minimums de vente, des contraintes, de délai, des choses comme ça, où là aussi, accéder à l'information consolidée n'est pas aisé. Donc là, tout le travail qui a été fait, c'est de pouvoir modéliser, alors ça c'est un exemple, des informations qui permettent de mettre en relief, en vision multi-agence aussi, qui parfois n'est pas aisée, je l'indiquais, on a 6 agences en France, en version multi-agence, de pouvoir tout d'un coup avoir une vision, et là aussi de faire un drill down tout de suite sur la difficulté qu'on a. Et encore une fois, c'est, oui, alors la productivité, ça peut être mal interprété à un moment donné, mais faciliter la vie au quotidien des gens, en fait. Ils ont besoin d'accéder à cette information-là. C'est eux qui l'utilisent tous les jours aussi. C'est eux qui l'utilisent pour aller plus loin dans leur mission. Donc on contribue vraiment à enrichir leur analyse et leur réaction. Une fois qu'ils ont traité le point, au lieu d'y passer peut-être, je ne sais rien, 20 minutes ou une demi-heure en fonction de la thématique qu'ils regardaient, cette fois, l'info est disponible, c'est très rapide, c'est quasi instantané. Alors c'est instantané, oui, sur les scénarios qu'on a définis, c'est sûrement les données de la veille, ou c'est les données de toutes les heures. Enfin, après, voilà, c'est en lien avec des scénarios qu'on a pu déployer. Bon, super. On s'arrête là pour les questions. Ouais, je pense que déjà merci beaucoup, Richard, d'être venu témoigner, d'avoir pris le temps. Pour conclure, j'avais envie de dire, j'apprécie beaucoup notre échange, de travailler avec Fidelfio. En tout cas, j'y vais avec plaisir à travailler avec vous. On sent que c'est hyper intéressant. Je me rends compte que mon travail a vraiment une plus-value chez vous. Je suis attendu. Mes chiffres, en tout cas, sont attendus. Donc, on voit que là, la BI, ça sert vraiment à quelque chose. Donc, forcément, je pense que c'est pour ça qu'aussi nos échanges sont aussi réactifs et fluides, parce que, de toute façon, on a tout intérêt à travailler ensemble comme ça. Et c'est très appréciable. Merci.